Bonjour, madame. Bien. Bonjour, Alors, madame. vous m'écoutez, donc on peut démarrer? Oui, oui. Bien. Alors, Oui, madame, donc, la séance de mardi, on avait commencé à voir la gestion prévisionnelle de la masse salariale, d'accord? Et donc, on a dit qu'il y a plusieurs facteurs qui vont impacter la masse salariale et qui vont faire que la masse salariale risque de s'alourdir au cours du temps, d'accord? Donc, l'entreprise doit pouvoir faire une gestion prévisionnelle pour préserver ses équilibres financiers. Et pour cela, elle doit de manière anticipée mesurer les effets des différentes mesures qu'elle veut prendre, les effets sur la masse salariale. Et donc, le fait de le faire de manière anticipée va lui permettre de revoir ses décisions de manière à ce que ces décisions n'aient pas un impact trop important sur la masse salariale. Donc, on avait vu qu'il y avait différents facteurs qui peuvent faire évoluer cette masse salariale et qui sont mesurés à travers certains effets. On a vu, par exemple, l'effet de masse ou l'effet en masse, c'est-à-dire l'incidence des augmentations, quel est l'impact des augmentations de salaire que va accorder l'entreprise ou que veut accorder l'entreprise sur la masse salariale. L'impact de ces augmentations ne va pas être le même selon la période à laquelle l'entreprise décide d'accorder ces augmentations. Et donc, on a vu, par exemple, que si l'entreprise veut donner une augmentation en 2 fois, comme ce qu'on avait vu donc la dernière fois, si elle décide d'accorder cette augmentation en mai et en novembre de l'année, cela ne va pas avoir la même incidence sur la masse salariale que si elle avait décidé d'accorder cette augmentation au début de l'année. Donc, on a vu qu'une augmentation d'un peu plus de 5% des salaires au cours de l'année, mais donnée en 2 fois, ne va avoir une incidence sur l'année, sur la masse salariale, que de 1,83 ou 89%. Par contre, si l'entreprise avait donné cette augmentation en une seule fois au 1er janvier, l'incidence sur la masse salariale aurait été de 5%. Donc, vous voyez, ça permet de diminuer l'incidence des augmentations sur la masse salariale globale de l'année. Est-ce que c'est compris? C'est ce qu'on avait vu avec l'effet en masse. D'accord? Donc, si elle avait accordé 5% au 1er janvier, ça nous aurait fait 5% fois 12 sur 12, ça aurait fait 5%. Mais là, comme on a 2% fois 8 sur 12, plus 3% fois 2 sur 12, ça ne nous donne que 83%. Donc, ça permet à l'entreprise de savoir à quel moment elle peut donner ces augmentations pour respecter ses équilibres budgétaires. D'accord? Mais cette augmentation qui est donnée en 2 fois va avoir ce qu'on appelle un effet en niveau sur les salaires. C'est-à-dire que le fait de donner cette augmentation de 5% en 2 fois va avoir un effet en niveau sur les salaires qui va être légèrement supérieur à l'augmentation décidée. Donc, c'est ce que vous voyez au niveau de, vous voyez au niveau de la diapositive. Donc, l'effet en niveau mesure les variations des rémunérations. Cette fois-ci, c'est la variation des rémunérations et non pas la variation de la masse salariale, d'accord? Sur l'année. Donc, si on reprend toujours l'exemple de l'augmentation de 2% en mai plus l'augmentation de 3% en novembre, on va avoir un effet en niveau de 5,06%. Pourquoi? Parce que
il y a un effet cumulatif. Ça veut dire que l'augmentation reçue en mai, sur l'augmentation reçue en mai, vient s'ajouter l'augmentation de novembre. Donc, c'est un effet, ce qu'on appelle un effet cumulatif. Et c'est ce qui nous donne 5,06%. Donc, si on veut le dire autrement, ça veut dire que au cours de l'année N, puisqu'on a pris ici entre le 1er janvier de l'année N et le 1er janvier de l'année N plus 1, donc au cours de cette année, on va avoir une augmentation des salaires de 5,06%, mais on aura une incidence sur la masse salariale que de 1,83%. Les salaires auront augmenté de 5,06% parce qu'il y a cet effet cumulatif, mais la masse salariale au cours de cette année n'augmentera que de 1,83%. D'accord? Donc, ça permet, si vous voulez, le fait de donner la rémunération, de donner les augmentations au cours de l'année et de manière pas en une seule fois, permet de limiter la masse salariale sur l'année. Mais ces augmentations vont quand même produire des effets, donc un impact sur la masse salariale de l'année suivante. C'est-à-dire que si l'entreprise a limité l'augmentation de la masse salariale au cours de l'année N, au cours de l'année N plus 1, la masse salariale va quand même augmenter. Elle va augmenter même si au cours de l'année N plus 1, c'est-à-dire l'année suivante, l'entreprise n'accorde pas d'augmentation. C'est ce qu'on appelle un effet d'inertie ou un effet de report. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'effet de report. Madame? Oui. S'il vous plaît, l'effet au niveau, ça va impacter quoi? Est-ce que ça il va va impacter les salaires. Les salaires, ça va impacter les salaires. ça concerne l'augmentation des salaires. Des salaires. Les salaires, comme je vous ai dit, comme les augmentations sont données en 2 fois, il y a un effet cumulatif. C'est-à-dire que si vous avez un salaire de 100 et qu'en mai, vous avez 2% d'augmentation, ça vous fait un salaire de 102. Donc, la deuxième augmentation de 3% qui va venir en novembre, elle va être calculée sur 102 et non pas sur 100. Oui. Vous comprenez? C'est pour ça que ça vous donne 5,06. C'est-à-dire que les salaires vont augmenter de 5,06%, mais la masse salariale n'augmentera que de 1,83%. C'est clair? Ça veut dire quoi la masse salariale? Est-ce que c'est le nombre des salariés? La masse salariale, c'est la somme des salaires sur l'année. Ah, d'accord. Si vous avez, par exemple, si vous avez un salaire de 100, d'accord? Votre masse salariale sur l'année, elle est de 100 fois 12. C'est la somme des salaires. D'accord? Donc, la somme des salaires, si vous voulez, n'augmentera que de 1,83%, mais les salaires vont augmenter de 5,06%. Pourquoi? C'est très simple. Parce que de janvier à avril, il n'y a pas eu d'augmentation. Donc, quand vous comptez de janvier à avril, vous pouvez le faire différemment. Si vous prenez un salaire de 100, d'accord? Oui. Essayez de le faire en même temps que je vous explique. Si vous avez un salaire de 100, de janvier à avril, ça fait combien de mois? 400. Ça fait janvier, février, mars, avril. Donc, ça fait 400. D'accord? Mais à partir de mai, vous allez avoir 102. 102 de mai à octobre. Ça fait combien de mois? De mai à octobre, ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 102 fois 6. 612. Plus
à partir de novembre, vous allez avoir une augmentation de 3% qui va s'appliquer sur 102. Donc, vous allez avoir, à partir de novembre, vous allez avoir 105,06 fois 2. Et donc, votre masse salariale, c'est quoi? C'est les 4 premiers mois, vous avez 400. Les mois suivants, vous avez de mai à octobre, vous avez 102 fois 6, plus 102 fois 6, c'est bien ça? Oui, 102 fois 6, plus à partir de novembre, vous avez 105,06 fois 2. Donc, 4, les 4 premiers mois, plus les 6 mois où vous allez avoir 102, plus les 2 mois où vous allez avoir 105,06. Ça vous fait les 12 mois de l'année. Donc, ça vous fait la masse salariale de l'année. Maintenant, si cette augmentation de 5% avait été donnée le 1er janvier, vous aurez eu 105 fois 12. Parce que c'est à partir de janvier que votre salaire passe de 100 à 105. Et vous allez voir, si vous multipliez 105 fois 12 et que vous la comparez à la somme précédente avec les augmentations différées dans l'année, vous allez avoir une masse salariale supérieure à la masse salariale où les salaires ont augmenté en 2 fois. C'est compris? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Madame, Oui. Madame, quelle est la différence entre effet au niveau et effet de rapport? Non, l'effet de rapport, d'accord? L'effet en niveau concerne l'augmentation cumulative des salaires. C'est l'exemple que je vous ai donné. Si vous avez une augmentation de 2% en mai, plus une deuxième augmentation de 3% en novembre, votre salaire, à la fin de l'année, aura augmenté non pas de 5%, mais de 5,06%. Ça, c'est l'effet en niveau. Donc, le salaire aura augmenté de 5,06%, mais la masse salariale, au cours de la même année, n'aura augmenté que de 1,83%. Vous voyez la différence entre l'effet en masse et l'effet en niveau? Oui, madame. Maintenant, ces augmentations. Madame, s'il vous plaît. Oui. Vous avez dit que la masse salariale, c'est la somme des salaires de l'année. Des salaires de l'année. Oui. Comment ça se fait que le salaire a été augmenté de 5,06 alors que la masse salariale a diminué? Parce qu'on n'a pas donné l'augmentation au 1er janvier. On l'a donné à partir de au cours de l'année. Voilà. Prenez un stylo, une feuille et faites-le avec un salaire de 100. D'accord? C'est ce que je vous ai donné tout à l'heure. 100, c'est-à-dire que de janvier à avril, vous n'allez toucher que 100. Que 100 fois 4, 400. Mais à partir de mai, vous allez toucher 102 fois 6. Madame, et à partir... Oui. Pour connaître, est-ce que la masse salariale a diminué, on va la comparer avec quoi? Ben avec... Vous la comparez avec le fait que si vous faites des simulations, si vous donnez les augmentations au 1er janvier, quel va être le poids de ces augmentations sur la masse salariale par rapport à si vous donnez les augmentations au cours de l'année. D'accord. C'est ce que je vous ai dit. Si vous prenez 105, si vous donnez 5% d'augmentation en une seule fois, au 1er janvier,
Ça vous donne une masse salariale de combien sur l'année? Du 1er janvier au 31 décembre, ça vous fait 105 fois 12. Ça vous fait une masse salariale de 1260. Si vous donnez en mai et en novembre, les augmentations, ça vous fait les 4 premiers mois de l'année, vous n'avez que 400, plus à partir de mai, vous avez 102 fois 6. 102 fois 6, ça vous fait 612, plus les 400 de janvier à avril, ça vous fait 1012. Plus, à partir de novembre, vous allez avoir 105,06 fois 2. Ça vous fait 210 fois 12. Plus les 1012, ça vous fait une masse salariale de 1222,12. Vous voyez qu'il y a une différence. Si vous aviez donné l'augmentation de 5% en janvier, vous auriez eu une masse salariale de 1260. Puisque vous les donnez en 2 fois en mai et en novembre, ça vous fait 1222. Ça vous fait 1222 fois, ça vous fait 1222,12. OK? Donc, vous essayez de suivre et ne pas trop m'interrompre et je répondrai aux questions à la fin, d'accord? Maintenant, je vous ai dit, ces augmentations qui ont été données en 2 fois au cours de l'année ont permis de limiter l'augmentation de la masse salariale de l'année. Par contre, ces augmentations vont avoir une incidence sur la masse salariale de l'année suivante, même si l'année suivante, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Ça veut dire que la masse salariale de l'année N plus 1 sera supérieure à la masse salariale de l'année N, même si au cours de l'année N plus 1, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. C'est ce qu'on appelle l'effet de report. L'effet de report, c'est-à-dire que les incidences des augmentations qui sont données au cours de l'année N vont continuer au cours de l'année N plus 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on reprend notre exemple, en N plus 1, vous allez démarrer le mois de janvier avec quel salaire? En N plus 1, vous allez démarrer. Vous allez démarrer, non, vous allez démarrer avec un salaire N plus 1. Vous allez démarrer avec un salaire de 105,06. Donc, si vous prenez 105,06 fois 12 pour calculer la masse salariale de N plus 1, donc ça vous fait 105,06 fois 12. Ça vous fait 1260,72. Donc, la masse salariale de N plus 1 va être supérieure à la masse salariale de l'année N, puisque l'année N, on avait 1223 ou 1222,12, je pense. Vous voyez, il y a une différence, même si au cours de l'année N plus 1, on n'a pas donné d'augmentation. C'est ce qu'on appelle l'effet de report. C'est clair? C'est-à-dire que les augmentations qui ont été accordées au cours de l'année N vont continuer à produire des effets sur la masse salariale au cours de l'année N plus 1. Même si au cours de cette année N plus 1, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Et donc, cet effet de report, c'est ce que vous voyez sur la diapositive et qu'on peut calculer de 2 manières différentes. On peut le calculer en prenant l'effet en niveau sur l'effet en masse. L'effet en niveau sur l'effet en masse, ça vous fait 5,06 sur 1,83. Ou on prend la masse salariale de N plus 1,
c'est le plus simple. Si vous devez calculer l'effet report, il vaut mieux prendre la deuxième formule, elle est plus simple. La masse salariale de N plus 1 moins la masse salariale de N sur la masse salariale de N. Et vous le mettez en pourcentage. Et donc, ça vous fait la masse salariale de N plus 1, on a dit c'est 1260,72, moins la masse salariale de N. Masse salariale de N, on a dit c'est 1222,12. D'accord? Sur 1222,12. 1260,72 moins 1222,12 sur 1222,12. Ça vous fait, si on le met en pourcentage, ça vous fait à peu près 3, non, moins de 3%. Attendez, je refasse le calcul. 1260,72 moins 1222, ça fait 3,15 exactement. Sur 1222,12. Ça veut dire que la masse salariale de N plus 1 va augmenter de 3,15% par rapport à la masse salariale de N. Madame, s'il vous plaît. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez nous faire ça sur le Word? Comme ça, on peut vous suivre. Parce que moi, personnellement, j'arrive pas à vous suivre. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à suivre? L'effet de report. J'ai pas même. Vous avez l'effet en niveau? L'effet en niveau? Avec l'exemple de 100. De janvier à avril, on a un salaire de 100. 100 fois 4, ça fait 400. Puis, de mai à octobre. De mai à octobre, vous avez un salaire de combien? 102. 102 fois 6, ça fait 112. Oui, plus? Plus les 400, ça fait 1012, n'est-ce pas? Et à partir de novembre, vous avez quel salaire? 105,2. 105,06. Pourquoi? Parce que à partir de novembre, vous avez l'augmentation de 3% qui va s'appliquer sur un salaire de 102 et non pas sur un salaire de 100. D'accord. Une augmentation de 3%, d'accord. Donc, 50,6 fois 2, ça fait 211,06. Et donc, vous avez une masse salariale de l'année N, elle est de combien? Attendez. 1222,12. 1222,12. Ok. Alors que la masse salariale de N plus 1, elle va être de combien? Elle va être, puisque à partir du 1er janvier de N plus 1, vous allez commencer avec un salaire de 105,06. Donc, si vous prenez 105,06 que vous multipliez par les 12 mois de l'année, ça vous fait 1260,72. Madame, le 105,06, c'est la masse salariale pour l'année N? 105,06 105,06 Non, 105,06, c'est le salaire avec les deux augmentations. Donc, 5,06%, 5,06%, c'est l'augmentation réelle des salaires après la deuxième augmentation. Si vous multipliez par 12, ça vous donne la masse salariale de N plus 1. D'accord, madame, c'est compris. Et pour l'effet de report? L'effet de report, c'est la différence entre la masse salariale de N plus 1 et la masse salariale de N que vous mettez sur la masse salariale de N. Ça veut dire que même s'il n'y a pas d'augmentation
en N plus 1, la masse salariale de N plus 1 va être supérieure à la masse salariale de l'année N. Elle va être supérieure de 3,15%. Elle va être supérieure de 3,5% par rapport à la masse salariale de N. Les 1,83%, c'est l'effet en masse, c'est-à-dire c'est l'augmentation de la masse salariale au cours de l'année N. Donc, si je le dis autrement, la masse salariale au cours de l'année N, où il y a eu les deux augmentations, la masse salariale va augmenter de 1,83%. Mais en N plus 1, la masse salariale va augmenter de 3,15%. Donc, ça veut dire que l'entreprise, en donnant des augmentations de manière différée sur l'année N, a limité l'augmentation de la masse salariale de l'année N, mais a reporté cette augmentation sur l'année N plus 1, puisque la masse salariale de N plus 1 va être supérieure à la masse salariale de N de 3,15%. La masse salariale de N plus 1 va augmenter de 3,15%, même si on n'a pas donné d'augmentation. Par contre, la masse salariale de N ne va augmenter que de 1,83%. Les 3,15%, c'est ce qu'on appelle l'effet de report. L'effet de report, pourquoi report? Parce que c'est le report des incidences des augmentations accordées au cours de l'année N sur l'année N plus 1. C'est compris? Madame, s'il vous plaît, comment on a calculé l'effet en masse pour obtenir les On l'a vu la séance dernière. L'effet en masse, je finis la dernière fois. C'est 2% fois 2% à partir de mai jusqu'à décembre. Ça fait combien de mois? 8 sur 12. 8 sur 12. Alors, c'est 2% fois 8 sur 12 plus 3% fois 2 sur 12. Ça vous donne 1,83%. D'accord, merci madame. Donc, maintenant, vous avez compris le principe? Oui, madame. Parfait. Donc, on peut continuer. Donc, ça veut dire que l'entreprise, elle doit faire attention, même si elle limite l'augmentation de la masse salariale de l'année N, il faut qu'elle tienne compte aussi des effets que cela va produire sur l'année N plus 1. Et donc, elle peut, par exemple, si elle veut limiter l'augmentation, si elle veut limiter l'effet report sur N plus 1, elle peut, au lieu de donner des augmentations générales, même en 2 fois, elle peut donner une prime exceptionnelle. Pourquoi une prime exceptionnelle au cours de l'année N? Parce qu'une prime, elle n'est pas reconductible. C'est-à-dire, une prime, on peut la donner une année, mais on peut ne pas la donner l'année suivante. Elle peut donner aussi, au lieu de donner des augmentations générales, elle peut donner des augmentations individuelles ou par catégorie. Donc, le principe, c'est que l'entreprise doit faire ses calculs de manière anticipée pour savoir exactement quel va être l'effet des décisions qu'elle va prendre sur sa masse salariale. L'objectif pour elle, c'est de ne pas remettre en cause son équilibre financier. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle prend en compte de manière prévisionnelle l'incidence de ces décisions. Si je veux donner des augmentations, quelle va être l'incidence de ces augmentations sur ma masse salariale, sur la masse salariale de cette année et sur la masse salariale de l'année suivante? Et elle va voir en fonction de ses contraintes financières. Est-ce qu'elle peut accorder ces augmentations ou est-ce qu'elle doit limiter ces augmentations ou est-ce qu'elle doit prendre d'autres décisions? D'accord? Donc, on peut poursuivre. Donc, on a dit il y a d'autres effets qui vont avoir une incidence sur la masse salariale. C'est l'effet qu'on appelle l'effet GVT.
c'est-à-dire l'effet glissement, vieillissement, technicité. Alors, c'est un effet qui regroupe l'incidence de 3 facteurs, d'accord? L'effet de glissement, c'est-à-dire le coût des avancements et des promotions qui ne dépendent pas de l'ancienneté. Si l'entreprise décide de promouvoir des personnes, d'accord, au cours de l'année, cela va avoir une incidence sur la masse salariale. Parce que si une personne est promue, automatiquement, son salaire change, son salaire augmente. Donc, ça va avoir une incidence sur la masse salariale de l'année. Vieillissement, c'est la prise en compte de l'augmentation des rémunérations du fait de l'ancienneté. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué. Je vous ai dit, automatiquement, les salaires augmentent après un certain nombre d'années d'ancienneté. C'est-à-dire que, par exemple, après 2 ans d'ancienneté, le salaire augmente automatiquement de 5%. C'est une disposition légale. C'est la législation qui définit que après 2 ans d'ancienneté, votre salaire va augmenter de 5%. Après 5 ans, votre salaire augmente de 10%. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est un effet, si vous voulez, automatique qui est lié à l'ancienneté. Et enfin, la technicité, c'est un effet qui est lié à l'amélioration des rémunérations, c'est-à-dire l'augmentation des rémunérations des personnes qui changent de catégorie. C'est-à-dire quelqu'un qui était technicien agent de maîtrise et qui passe à la catégorie cadre, son salaire va augmenter. Et donc, du fait qu'il change de catégorie et que son salaire augmente, ça va faire augmenter la masse salariale. Donc, cet effet permet de prendre en compte les incidences de ces 3 facteurs, le glissement, le vieillissement, technicité, par exemple, parce que ça permet, par exemple, de voir quelle politique de promotion l'entreprise peut mettre en place qui ne va pas avoir une incidence trop importante sur sa masse salariale. C'est-à-dire que quand l'entreprise décide de promouvoir des personnes, elle doit anticiper l'incidence de ces promotions sur la masse salariale. Si cette incidence est trop importante, par exemple, elle peut limiter, dans une certaine mesure, elle peut limiter les promotions ou elle peut les reporter à un autre moment. C'est toujours dans l'idée de ne pas remettre en cause son équilibre, financier. D'accord? Donc, l'effet GVT, on va pas le calculer ici parce que il est assez complexe à calculer et ça prendrait, il est difficile, n'étant pas en face de vous avec un tableau, il est difficile de calculer cet effet GVT, mais il faut que vous compreniez le principe essentiellement. Par contre, on va voir un autre effet, c'est ce qu'on appelle l'effet de structure. C'est l'effet de structure, c'est l'incidence qui prend en compte l'incidence de la variation des effectifs. Et on va le prendre à travers un exemple. Alors, excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi 2 secondes et je suis à vous.
Bien. Donc, l'effet de structure, c'est quand on garde le même effectif, mais le fait de changer la structure de qualification, la masse salariale va augmenter. Donc, c'est l'exemple que vous avez ici. Vous avez une entreprise qui a un effectif total de 610. L'année suivante, elle change la structure de qualification. L'année suivante, elle change la structure de qualification. Alors, là aussi, excusez-moi 2 secondes. Vous avez le son. L'effet de structure. C'est-à-dire que si l'entreprise décide de changer la structure de qualification, ça va avoir une incidence sur la masse salariale. Ça va avoir une incidence à la hausse de la masse salariale, même si il n'y a pas d'augmentation de salaire. C'est l'exemple que vous avez ici. Vous avez un effectif pour l'année 2010, bon, ici, c'est un effectif de 610, d'accord, qui est réparti entre les ouvriers, les employés techniciens agents de maîtrise et les cadres. Vous avez 10 cadres qui touchent chacun en moyenne de 25 000, donc ça fait une masse salariale pour les effectifs de cadres de 150 000. Vous avez 100 employés techniciens agents de maîtrise qui touchent en moyenne 6 500 dirhams. Ça fait une masse salariale pour cette catégorie de 650 000. Et vous avez 500 ouvriers qui touchent en moyenne 3 000 dirhams. Donc, 3 000 fois les 500, ça fait une masse salariale de 1 500 000 dirhams. Donc, le total de la masse salariale, c'est les 250 000 plus les 650 000 plus le 1 500 000. Ça vous fait donc 2 400 000 pour un effectif de 610 personnes. La rémunération moyenne globale est de 3 934,43. D'accord? L'année suivante, l'entreprise garde le même effectif, c'est-à-dire 610. Mais par contre, elle n'a plus que 478 ouvriers et elle a 120. Elle a changé donc sa structure de qualification puisqu'elle n'a plus que 478 ouvriers. Elle a par contre 120 employés techniciens agents de maîtrise et elle a 12 cadres au lieu de 10. Donc, avec toujours la même rémunération. Mais par contre, quand vous prenez une rémunération de 25 000 fois 12, ça vous fait une masse salariale de 300 000. La même chose pour les employés techniciens agents de maîtrise. La rémunération, elle est toujours de 6 500, mais multipliée cette fois-ci par 120, ça vous donne 780 000. Pour les ouvriers, puisqu'on a baissé le nombre d'ouvriers, on n'a plus qu'une masse salariale de 1 494 000 au lieu de 1 500 000. Donc, la masse salariale globale, elle va être
de 2 574 000. Donc, vous voyez que le simple fait de changer la structure des effectifs, la structure de qualification, fait augmenter la masse salariale et fait augmenter le niveau de rémunération moyenne. Donc, si vous voulez savoir quelle est l'incidence de l'effet de structure sur la masse salariale globale, vous allez prendre 2 574 000 moins les 2 400 000 sur les 2 400 000. Et vous allez voir de combien en pourcentage la masse salariale a augmenté du fait de ce changement de structure. C'est compris? Oui, madame. Bien. Vous prenez la masse salariale de l'année 2011, 2 574 000, moins la masse salariale de 2010, 2 400 000, sur 2 400 000. Masse salariale de N plus 1, moins masse salariale de N sur masse salariale de N. Et vous le mettez en pourcentage, ça vous donne le pourcentage d'augmentation de la masse salariale. Donc, l'entreprise n'a pas augmenté les salaires, mais la masse salariale a augmenté parce qu'on a changé la structure de qualification. D'accord? Bien. Alors, maintenant, on va voir un dernier effet. C'est l'effet Noria. L'effet Noria ou l'effet de Noria, c'est ce qu'on appelle l'effet Noria, c'est l'effet qu'on appelle l'effet entrée-sortie. L'effet entrée-sortie, c'est un effet qui peut jouer à la baisse sur la masse salariale ou à la hausse sur la masse salariale. C'est-à-dire, cet effet peut soit augmenter la masse salariale, soit la faire baisser, du simple fait d'un remplacement d'une personne ou de plusieurs personnes dans l'entreprise par d'autres. C'est l'exemple que vous avez ici. Vous avez l'année N, vous avez un service où vous avez 3 collaborateurs et vous avez un responsable. D'accord? Vous avez le premier collaborateur qui touche 85 000, le deuxième collaborateur touche, c'est la masse salariale de l'année. Hein? La masse salariale de l'année du collaborateur 1 est de 85 000. La masse salariale du collaborateur 2 est de 92 000 et la masse salariale du collaborateur 3 est de 98 000. Le responsable 1 a une masse salariale de 175 000, c'est-à-dire qu'au cours de l'année N, durant toute l'année N, le responsable 1 a eu une masse salariale de 175 000. 175 000, si vous voulez connaître son salaire, vous le divisez par 12. Si vous voulez connaître son salaire mensuel. Alors, l'année 2, il y a eu une augmentation qui a été accordée aux 3 collaborateurs. Une augmentation de 4,55%, puisque la masse salariale, elle a changé. Par contre, le 1er janvier de l'année 2002, le premier responsable a quitté l'entreprise et il a été remplacé par un autre responsable. Cet autre responsable, il a touché une masse salariale globale de 140 000. C'est-à-dire que lui, il a eu une rémunération inférieure de 20% à la rémunération du responsable qui était avant. Et donc, même si on a, au cours de l'année 2, même si on a augmenté les salaires des collaborateurs, le fait de remplacer
un responsable par un autre avec un niveau de salaire inférieur, ça a fait baisser la masse salariale globale. D'accord? Puisque la masse salariale globale des collaborateurs et du responsable au cours de l'année N était de 450 000 et au cours de l'année 2, cette masse salariale, elle va baisser à 427 513. Donc, la masse salariale globale, elle va baisser de 5%, même si les salaires des collaborateurs ont augmenté de 4,5%. Du fait que le deuxième responsable a une masse salariale de 20% inférieure à celle de celui qui l'a précédé. Alors, cet effet de Noria est intéressant pour l'entreprise parce que l'entreprise peut faire jouer cet effet de Noria à la baisse pour mieux maîtriser sa masse salariale. Quand l'entreprise, par exemple, décide d'accorder des départs anticipés ou des départs à la retraite anticipés. Le fait qu'elle laisse partir des personnes plus anciennes, même si elle recrute des personnes plus jeunes, elle va les recruter à des niveaux de salaire qui sont inférieurs parce que déjà, il n'y a pas cet effet d'ancienneté. Et donc, l'effet de Noria peut jouer à la baisse et donc va lui permettre de limiter l'augmentation de sa masse salariale. C'est compris? Donc, l'effet Noria peut jouer à la baisse. L'entreprise va chercher à le faire jouer à la baisse. Alors, par contre, si elle avait remplacé le responsable 1 par un responsable avec un niveau de salaire plus important, l'effet Noria aurait joué à la hausse. Madame? Oui. Madame, je n'ai pas compris cet effet. L'effet de Noria? Oui. L'effet de Noria, c'est ce qu'on appelle l'effet entrée-sortie. Quand vous remplacez une personne par une autre, si la personne qui vient d'être recrutée en remplacement de celle qui est partie touche un salaire inférieur à celle qui est partie, la masse salariale va baisser. Donc, vous pouvez garder le même effectif, mais du fait du remplacement d'une personne à une autre. Par exemple, le responsable 1, on va prendre l'exemple où le responsable 1, sa masse salariale a augmenté parce qu'il a beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise. Quand vous le remplacez par un autre responsable qui n'a pas encore d'ancienneté, son niveau de salaire est nécessairement inférieur au salaire de celui qui est parti. Donc, l'incidence sur la masse salariale va être à la baisse, c'est-à-dire que la masse salariale va baisser même si vous gardez les mêmes effectifs. Dans cet exemple, vous voyez, on a 3 collaborateurs et un responsable. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on a remplacé un responsable par un autre avec un salaire inférieur. C'est compris? Oui, madame, merci. Donc, l'entreprise, oui. Les collaborateurs 1, 2, 3 ne sont que des simples salariés. Oui, on a dit, j'ai pris l'exemple d'un service où vous avez un responsable et 3 collaborateurs. D'accord, c'est bon. OK? Oui, merci, madame. Bien, alors vous avez compris maintenant le principe. Donc, l'entreprise, quand elle fait ça de manière anticipée, quand elle calcule ses effets de manière anticipée, elle sait sur quoi elle doit agir pour limiter l'augmentation de sa masse salariale et ne pas remettre en cause son équilibre financier. Donc, quand elle veut décider des promotions, par exemple, elle va voir quelle va être l'incidence de ces promotions
sur la masse salariale. Ça lui permet de mieux décider quelle promotion elle va accorder. Est-ce qu'elle va accorder des promotions à l'ensemble, à certains, elle va limiter le pourcentage de personnes promues, etc. Si elle décide de remplacer une personne qui quitte l'entreprise, si elle veut limiter la masse salariale, elle va recruter une personne avec un niveau de salaire inférieur à celui de la personne qui est partie. Pourquoi? Parce que déjà, il n'aura plus l'effet d'ancienneté. Donc, tous ces effets, si l'entreprise les calcule de manière anticipée, elle sait sur quoi elle doit agir pour respecter ses contraintes, budgétaires. Alors, vous voyez que dans une entreprise, il peut y avoir plusieurs effets en même temps plusieurs effets d'augmentation de la masse salariale. Dans une entreprise, vous allez avoir des personnes qui vont quitter, d'autres qui vont venir, vous allez avoir des personnes qui vont être promues, vous allez avoir des personnes dont l'ancienneté va changer, d'accord? Et donc, c'est l'ensemble de ces changements qui va avoir une incidence sur la masse salariale. Donc, la masse salariale globale d'une entreprise, elle peut varier sous l'effet de masse, sous l'effet de report, sous l'effet de structure, sous l'effet GVT. Et si l'effet Noria joue à la hausse, ça va être plus l'effet Noria. Ou si l'effet Noria joue à la baisse, on va avoir moins l'effet Noria. Donc, on va avoir l'effet de masse plus l'effet GVT, plus l'effet de structure, plus ça peut être, comme j'ai dit, l'effet GVT, l'effet de structure, l'effet de report, moins l'effet Noria. Si l'effet Noria joue à la baisse. Et ça va être la variation globale de la masse salariale que peut connaître une entreprise au cours d'une année. C'est clair? Oui, madame, s'il vous plaît, ça signifie quoi la lettre F à côté des montants? F, c'est juste pour 85 000 francs. C'est pour francs, vous pouvez le remplacer par dirham. 85 000 dirhams. D'accord, merci. D'accord? Bien, alors, des questions par rapport à ces effets? Madame, pour les collaborateurs 1, 2 et 3, ils ont gardé les mêmes salariés, ils ont juste augmenté leur salaire. Oui, ils ont bénéficié d'une augmentation de salaire au cours de l'année N, de l'année 2. D'accord, ils ont remplacé juste le responsable 1 pour le responsable IBIS. Oui. D'accord, madame. C'est juste pour montrer que même s'il y a eu une augmentation de 4,5% des collaborateurs, une augmentation des salaires de 4,5% des collaborateurs, le fait qu'on a remplacé un responsable par un autre avec un niveau de salaire inférieur, la masse salariale a quand même baissé. Pourquoi? Parce que le responsable 1 bis a été recruté à un niveau de salaire qui est de 20% inférieur à celui du responsable 1. Donc, cette baisse de 20%, même s'il y a eu les augmentations de 4,55% des collaborateurs, a eu une incidence à la baisse sur la masse salariale globale. D'accord? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à cela, on passe à la suite. Donc, je vous expliquais que l'entreprise doit prendre en compte l'ensemble des effets qui peuvent avoir une incidence
sur la masse salariale au cours d'une année. D'accord? Et donc, ce que l'on va voir maintenant, c'est la pyramide des rémunérations, c'est-à-dire comment l'entreprise, compte tenu de tout ce que l'on a vu précédemment concernant l'élaboration du système de rémunération, comment l'entreprise, quelles sont les différentes composantes qui constituent la rémunération globale dans une entreprise. D'accord? C'est ce qu'on appelle la pyramide de rémunération. Donc, dans la rémunération globale, vous allez trouver le salaire qui correspond au salaire de base. Salaire de base, si vous voulez, c'est la partie fixe qui est définie, comme on l'avait vu, c'est celle qui correspond à la rémunération du poste. S'ajoute à ce salaire de base, ou cette rémunération du poste, s'ajoute la rémunération variable, c'est la partie variable qui est liée aux performances. Salaire, c'est la rémunération du poste. Rémunération variable liée aux performances, c'est la partie de la rémunération de la façon d'occuper le poste. Et vous pouvez avoir en plus ce qu'on appelle une rémunération collective variable. Rémunération collective variable, je vais donner un exemple. Quand l'entreprise donne pour l'ensemble des salariés, à la fin de l'année, donne ce qu'on appelle un 13e mois. C'est une prime. Elle est collective parce qu'elle est donnée à l'ensemble des salariés. S'ajoute à cette rémunération globale les avantages en nature. Les avantages en nature, ils peuvent être de deux sortes. Ça peut être des avantages en nature qui sont liés au poste, comme ça peut être aussi des avantages en nature qui sont liés au fait d'appartenir à l'entreprise. Je vais donner un exemple. Avantages en nature liés au poste. Un cadre qui a une voiture de fonction. La voiture de fonction est un avantage en nature qui est comptabilisé dans sa rémunération globale. Si l'entreprise vous donne des tickets repas, à l'ensemble des salariés, des tickets repas ou des chèques restaurants, etc. C'est un avantage en nature qui est lié à votre appartenance à l'entreprise. Tous ceux qui sont dans l'entreprise bénéficient de cet avantage en nature. D'accord? Quand l'entreprise vous donne la possibilité de bénéficier de l'entreprise qui a par exemple des centres d'estivage. Elle vous fait bénéficier de ces centres d'estivage. On peut le considérer comme un avantage en nature qui est lié au fait que vous appartenez à l'entreprise. Si l'entreprise vous donne, parce que votre poste le nécessite, vous donne un téléphone portable, c'est un avantage en nature lié à votre poste. Et à côté de ces avantages en nature, il y a ce qu'on appelle les avantages sociaux. Les avantages sociaux, c'est-à-dire que l'entreprise peut compléter la rémunération par des avantages sociaux. Alors, les avantages sociaux, ce n'est pas le fait, par exemple, de vous inscrire à la CNSS. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas un avantage, c'est un droit. Mais par contre, si l'entreprise souscrit à la CIMER et vous fait bénéficier de la CIMER n'est pas obligatoire. Donc, on va la considérer comme un avantage social. Si l'entreprise vous fait bénéficier d'une couverture médicale supplémentaire en plus de l'AMO, c'est un avantage social qui est compris dans la rémunération globale.
C'est compris? Donc, c'est comme ça que l'entreprise définit quelles vont être les composantes de la rémunération. Oui. À l'appartenance à l'entreprise. Parce que vous faites partie de l'entreprise, automatiquement, vous bénéficiez de certains avantages en nature. Par exemple, les tickets restaurants. C'est compris? Oui. Les frais de panier, c'est la même chose. Les frais de panier, c'est-à-dire si l'entreprise elle n'a pas de restaurant d'entreprise ou elle n'est pas conventionnée pour vous donner des tickets restaurants, elle vous donne une certaine somme qui est liée, pour la restauration. Et à ce moment-là, on va la considérer comme un avantage, mais qui est donné non pas en nature, mais en espèces, mais en espace. C'est compris? Donc, quand vous voyez un bulletin de paye, vous allez trouver plusieurs éléments et qui correspondent en fait à cette pyramide des rémunérations. La partie salaire, c'est ce que vous allez retrouver dans le bulletin de paie comme salaire de base. Puis, vous allez trouver la rémunération variable liée aux performances qui va être appelée bonification ou prime de rendement, etc. Puis, vous allez trouver par exemple, la prime de panier ou la prime de transport. Vous avez compris? Et en fait, quand vous avez un bulletin de salaire sous les yeux, vous allez pouvoir, à partir de ce bulletin de salaire, reconstituer les différents éléments de la pyramide des rémunérations. C'est clair? Madame, s'il vous plaît, Oui. quand peut-on considérer la prime d'assurance payée par l'entreprise pour un salarié, pour ses salariés, comme un avantage social? L'assurance vie. Une assurance vie, c'est un avantage social. D'accord. L'entreprise peut vous faire bénéficier d'une assurance vie ou d'une assurance retraite complémentaire. L'assurance retraite complémentaire, par exemple, comme je vous ai dit, la CIMER, c'est une assurance retraite complémentaire et donc elle est considérée comme un avantage social. D'accord, merci madame. Par contre, la CNSS, vous ne devez pas la considérer comme étant un avantage social. Oui, c'est un droit. C'est un droit. Parce que l'entreprise est obligée de vous immatriculer, de vous affilier à la CNSS. L'assurance maladie obligatoire n'est pas un avantage social. C'est aussi un droit. Par contre, la CIMER, comme je vous l'ai dit, c'est une assurance, c'est une retraite complémentaire. Et dans l'entreprise, vous allez pouvoir avoir des personnes qui bénéficient de la CIMER et d'autres pas. Et tout le monde va bénéficier de la CNSS.
Et donc, quand on va voir la rémunération globale de la personne, ben, on va prendre en compte est-ce qu'elle bénéficie d'une CIMR en plus, est-ce qu'elle a une voiture de fonction. La voiture de fonction rentre dans le calcul de la rémunération globale de la personne qui a une voiture de fonction. D'accord? C'est clair? Bien. Donc, ce qu'il faut retenir du système de rémunération et de la gestion de la masse salariale, c'est que le système de rémunération, l'entreprise doit l'élaborer de manière à ce qu'il prenne en compte le triple équilibre dont on a parlé, l'équité interne, l'équilibre externe et l'équilibre financier. Pour tenir compte de cet équilibre financier, l'entreprise doit faire une gestion prévisionnelle de sa masse salariale en anticipant quelles vont être les incidences des différentes mesures qu'elle va prendre ou des contraintes externes qui peuvent avoir une incidence sur l'augmentation de la masse salariale. Pour ne pas remettre en cause, elle doit le faire de manière anticipée en faisant une gestion prévisionnelle de sa masse salariale pour ne pas remettre en cause son équilibre financier. D'accord? Et donc, elle doit composer aussi sa pyramide de rémunération de manière à prendre en compte, à répondre aux besoins de ses salariés, pour répondre aux besoins de ses salariés et les motiver. Il y a des personnes qui sont plus motivées par avoir une voiture de fonction qu'avoir une augmentation de salaire. Pourquoi? Parce qu'on a dit, ben, une voiture de fonction, c'est, quand on a une voiture de fonction, ça donne aussi un statut social. Donc, je peux avoir une rémunération peut-être inférieure à d'autres, mais avec une voiture de fonction, la voiture de fonction fait partie de la rémunération globale. Vous voyez? Donc, en fonction de ses salariés, en fonction des postes qu'ils occupent, elle va jouer sur les différentes composantes de cette pyramide des rémunérations pour répondre aux motivations et aux attentes de ses salariés. Toujours en respectant, comme je l'ai dit, ce triple équilibre et en faisant attention à ne pas trop alourdir sa masse salariale. Bien. Donc, voilà pour la rémunération et la gestion de la masse salariale. S'il n'y a pas de questions par rapport à cela, on peut passer au chapitre sur la valorisation des ressources humaines. Ce n'est pas le chapitre 4, je pense que c'est le chapitre 5. Sur la valorisation des ressources humaines, OK? Donc, on a dit la gestion des ressources humaines, c'est toutes les pratiques qui vont consister à gérer l'emploi dans l'entreprise, et c'est ce qu'on a vu à travers la gestion de l'emploi et la gestion prévisionnelle des emplois et de compétences, à déterminer comment l'entreprise va attirer les compétences dont elle a besoin. C'est notamment le recrutement, le processus à travers le processus de recrutement. Puis, elle doit déterminer quel est le système de rémunération qu'elle va mettre en place. Et enfin, un élément qui est très important aussi, c'est que non seulement l'entreprise doit gérer l'emploi de manière à assurer l'adéquation entre ses besoins et ses ressources. On a dit la gestion des ressources humaines, c'est ce qui permet à l'entreprise de disposer à temps du personnel suffisant en quantité et en qualité, mais on a dit suffisamment motivé pour atteindre les objectifs de l'organisation. D'accord? Alors, suffisamment motivé, il faut que le système de rémunération puisse répondre au triple équilibre parce que la rémunération est un élément de motivation très important. Mais il n'y a pas que la rémunération. Il y a aussi tous les autres éléments
qui vont permettre de développer les compétences des entreprises, les compétences des collaborateurs de l'entreprise et en même temps, donc de développer les compétences des salariés de l'entreprise en fonction des besoins de celle-ci et en même temps de motiver de motiver ses salariés. Et cela se fait par la valorisation des ressources humaines. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Je vous ai dit, à la différence, c'est ce que j'avais dit dès le départ, à la différence d'une machine, un individu, il ne devient pas obsolète. C'est-à-dire qu'on peut toujours développer ses compétences, notamment par la formation, par l'amélioration des conditions de vie au travail, par la promotion, etc. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va voir au niveau, de ce chapitre-là. Si certains d'entre vous se demandent si c'est le dernier chapitre, oui, c'est le dernier chapitre. D'accord? Mais le dernier chapitre, où on va traiter de la formation, de l'appréciation, le système d'appréciation que l'entreprise doit mettre en place et l'appréciation en vue de la gestion de carrière et l'amélioration des conditions, ce qu'on appelle l'amélioration des conditions de vie au travail, parce qu'elles ont leur importance pour attirer et retenir les personnes dans l'entreprise. Donc, on va commencer. Donc, la valorisation englobe ces différents aspects. Et on va commencer par l'appréciation du personnel. Donc, si vous le permettez, je vais vous donner une définition et quels sont les objectifs de l'appréciation du personnel. On va voir ces éléments-là et on va arrêter pour aujourd'hui. On reprendra la séance prochaine. Donc, quand on parle d'appréciation du personnel, de quoi est-ce qu'il s'agit? L'appréciation du personnel, c'est ce qu'on peut appeler le processus de jugement. C'est le processus de jugement du personnel selon une procédure qui est formalisée, qui fixe quelles sont les règles et conditions dans lesquelles on va apprécier le personnel. Alors, quand je dis apprécier le personnel, c'est évaluer en fait le travail des personnes dans l'entreprise. L'entreprise a besoin de savoir quels sont les résultats qui sont obtenus par ses salariés dans leur travail. Il est important, c'est un peu comme un prof avec ses étudiants, comment il peut juger de leurs résultats? C'est par l'évaluation. Hein? Les examens qu'on vous fait passer, etc., c'est une évaluation qui permet de savoir quels sont vos résultats. C'est un peu la même chose pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise a besoin de contrôler sa performance. Et sa performance globale de l'entreprise, on va dire que c'est la somme des performances de chaque personne dans l'entreprise. Comment elle peut juger de cela si elle n'a pas un système d'évaluation de son personnel, d'appréciation ou d'évaluation du personnel? C'est la même chose. On peut parler d'évaluation du personnel ou d'appréciation du personnel. Donc, et cette évaluation du personnel, elle doit se faire de manière formalisée. Selon quel modèle selon quelle règle je vais évaluer, les personnes dans l'entreprise pour pouvoir assurer l'équité dans l'évaluation pour l'ensemble des personnes dans l'entreprise. D'accord? Donc, les objectifs, comme j'ai dit, les objectifs de cette évaluation, c'est de rendre plus rationnelles des décisions qui vont être relatives aux salariés. C'est-à-dire qu'on doit évaluer les personnes pour savoir quels sont les résultats obtenus et en fonction de ces résultats, est-ce que par rapport à ce que nécessite le poste, est-ce que ces personnes ont besoin de formation?
Est-ce que ces personnes réalisent des résultats supérieurs? On peut les promouvoir à des postes plus importants. Pour la rémunération, et on l'a vu dans la rémunération de la performance, il faut, pour pouvoir donner cette partie variable de la rémunération, il faut évaluer les performances réalisées par les personnes. Et comme je l'ai dit, c'est aussi à travers l'évaluation que l'entreprise peut avoir un contrôle sur sa performance globale. D'accord? Donc, l'évaluation, c'est un prérequis, c'est un préalable à la mise en place de la formation, de la promotion, mais aussi du système de rémunération. L'évaluation du personnel permet aussi d'améliorer la communication hiérarchique, c'est-à-dire entre les collaborateurs et leurs managers, et créer un climat de travail plus favorable. Parce que l'évaluation, elle se fait selon un système qui fait que la hiérarchie porte un jugement sur le travail de ses collaborateurs et non seulement porte un jugement sur le travail de ses collaborateurs, mais aussi permet à cette hiérarchie de fixer de nouveaux objectifs à ses collaborateurs en fonction des résultats qu'ils ont obtenus. Donc, l'évaluation, oui, oui, je vous écoute. C'est pas les heures supplémentaires. C'est en fait, chaque entreprise peut mettre en place un système de rémunération basé, par exemple, ça peut être basé sur une grille d'évaluation qui évalue un certain nombre d'éléments et aussi qui peut être basé sur une grille d'évaluation et sur un entretien avec le responsable hiérarchique. Donc, quand on évalue, quand on a par exemple une grille d'évaluation, les éléments qu'on peut évaluer, c'est quels sont par exemple les points forts de l'individu, quels sont les points à améliorer, quelles sont ses compétences, quelles sont ses qualités, etc. Et on peut prendre aussi comme critère, est-ce que la personne est en adéquation avec le poste? Est-ce qu'elle a les compétences requises pour occuper le poste? Et est-ce que aussi on peut prendre en compte des critères que l'intégration de la personne? Est-ce que la personne est bien intégrée dans l'entreprise? Est-ce qu'elle partage les mêmes valeurs que celles de l'entreprise? Donc, ce sont les éléments qui sont pris en compte dans cette évaluation. D'accord? Mais en général, ça se fait sur la base d'une grille d'évaluation. D'une grille d'évaluation et d'entretien d'évaluation. Ça dépend des entreprises. Alors, bien entendu, si on prend des petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises, par exemple, dans le cas du Maroc, l'évaluation est faite de manière assez subjective, c'est-à-dire elle n'est pas formalisée. On ne va pas trouver une grille d'évaluation qui repose sur des critères objectifs, etc. C'est juste le propriétaire dirigeant qui va, sur des critères subjectifs, considérer que cette personne, est performante ou pas, que cette personne, elle respecte les consignes, est-ce que, etc., etc. C'est-à-dire, c'est des éléments très subjectifs. Il n'y a pas de grille formalisée. Par contre, quand vous êtes dans les grandes entreprises, je reprends le cas ici le plus simple des banques ou des assurances, vous avez c'est la période de janvier à février en général, c'est la période des évaluations où ces entreprises font
font l'évaluation de leur personnel en vue d'octroyer les augmentations ou en vue d'octroyer les promotions et de mettre en œuvre aussi le plan de formation. Parce que la formation qu'on va donner aux salariés, elle doit partir des besoins des salariés. Est-ce que le salarié est en conformité avec son poste? S'il n'est pas en conformité avec son poste, est-ce que la formation, est-ce qu'il a besoin de formation? Quel type de formation il va avoir besoin et qu'il faut mettre en place pour répondre à, pour que la personne soit en adéquation avec son poste. D'accord? Donc, le système d'évaluation, il peut exister de manière très formalisée dans les grandes entreprises. Dans les petites et moyennes entreprises, en règle générale, il n'est pas formalisé. Il reste très souvent à la discrétion du dirigeant. D'accord? Donc, si vous le permettez, on peut arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la séance suivante. On va voir les différents types d'appréciation qui existent et nous passerons à la formation. D'accord?